À 72 ans, Ségolène Royal prend enfin la parole au sujet de François Hollande. Sa voix, calme mais ferme, a traversé le silence d'une vie entière. Devant les caméras, elle a prononcé ces mots simples qui ont glacé la France entière. « Je me suis tue pour protéger mes enfants et pour ne pas détruire ce que nous avions bâti. » Dans cette phrase, tout était contenu. La douleur d'une trahison, la pudeur d'une femme blessée et la dignité d'une mère qui a choisi de souffrir en silence plutôt que de livrer sa peine au public. Depuis des décennies, elle avait gardé le secret sur sa rupture avec François Hollande. Leur histoire, mêlée d'amour et de pouvoir, avait façonné l'un des couples les plus observés de la vie politique française. Mais derrière les sourires, derrière les débats et les photos officielles, une fissure profonde s'était ouverte. Pendant que la France croyait à l'unité, elle vivait la séparation. Pendant qu'elle défendait des idéaux, elle combattait un chagrin silencieux. Son aveu, prononcé à 72 ans, n'est pas une confession amère. C'est une libération, une manière de reprendre le contrôle d'un récit trop souvent écrit par les autres. Pour la première fois, Ségolène Royal ne parle plus en femme politique, mais en femme libre. Et ce qu'elle dit éclaire d'un jour nouveau les années de silence, de retenue et de solitude. Pourquoi a-t-elle choisi de se taire? Était-ce par amour, par fierté ou par peur de tout perdre? À travers son témoignage, elle lève enfin le voile sur le secret qu'elle a porté seule pendant près de 20 ans. Voici son histoire. Née à Dakar, dans une famille militaire, Ségolène Royal a grandi sous le regard sévère d'un père autoritaire. Très tôt, elle a appris à se tenir droite, à maîtriser ses émotions, à ne jamais se plaindre. Cette discipline, apprise dans l'enfance, deviendra plus tard sa force silencieuse. Étudiante brillante, elle entre à Sciences Po puis à l'ENA, où elle rencontre François Hollande. Deux jeunes esprits ambitieux, deux destins parallèles, unis par la même soif de comprendre et de changer le monde. Ils s'aiment dans la discrétion, loin des projecteurs. Ensemble, ils bâtissent une vie faite de travail, de conviction et d'un certain idéal commun. Pendant près de 30 ans, elle partage avec lui tout. Les campagnes électorales, les victoires, les défaites, les soirées où le téléphone ne cesse de sonner, les matins où il faut sourire malgré la fatigue. 4 enfants naîtront de cette union, symbole d'un amour enraciné dans la complicité et le devoir. Mais dans les couloirs du pouvoir, les sentiments se perdent vite. Les ambitions grandissent, les confidences s'espacent, les regards changent. Peu à peu, la distance s'installe. Ce qui autrefois était un rêve partagé devient un territoire fragile, rongé par le poids de la politique et des secrets. À la fin des années 2000, le couple n'est plus le même. Les rumeurs circulent, les journalistes murmurent, mais elle garde le silence. En public, elle reste droite, sereine, fidèle à son image de femme forte. En privé, elle endure. Elle sait que, dans le monde où elle évolue, une émotion trop visible peut devenir une arme contre elle. Quand la campagne présidentielle de 2007 commence, leur relation est déjà fissurée. Pourtant, elle décide de tenir, de défendre son engagement et sa dignité, coûte que coûte. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette campagne sera le tournant de sa vie. Fidèle à sa nature, elle affrontera la trahison sans colère et sans cri. Ce sera le début d'une longue épreuve intérieure, celle d'une femme qui, derrière les micros et les sourires, apprend à survivre à l'humiliation publique. Lors du débat présidentiel de 2007, la France la découvre sous les projecteurs. Son ton est posé, son regard assuré, sa voix ne tremble pas. Ce que personne ne voit, c'est la douleur qu'elle dissimule avec une maîtrise presque surhumaine. Derrière le pupitre, Ségolène Royal sait déjà que François Hollande s'éloigne d'elle, que leur histoire se défait lentement dans l'ombre. L'homme qu'elle a accompagné pendant près de 30 ans a tourné la page sans un mot, et elle doit, malgré tout, continuer à incarner la force tranquille d'une candidate à la présidence. La trahison n'a pas éclaté dans un scandale brutal. Elle s'est insinuée jour après jour dans les silences, les absences, les regards fuyants. Les proches se taisent, les collaborateurs devinent, mais personne n'ose prononcer la vérité. Pendant ce temps, la France la regarde comme une icône. Elle devient le visage de l'espoir, alors qu'en coulisses, son monde privé s'effondre. Ce soir-là, face à Nicolas Sarkozy, elle ne débat pas seulement avec un adversaire politique. Elle affronte aussi sa propre humiliation. Chaque mot prononcé est un acte de résistance. Elle sait que le moindre signe de faiblesse sera interprété comme une défaite. Alors elle se redresse, elle répond calmement, et son silence devient son arme. Un conseiller se souviendra plus tard de ce moment. Elle n'a pas pleuré, disait-il, mais son regard suffisait à tout comprendre. Dans ce débat, elle a perdu une élection mais gagné autre chose, plus rare et plus durable, le respect. Quand les caméras se sont éteintes, le pays a continué de commenter sa performance. Peu savaient que derrière cette dignité froide se cachait une femme blessée. La campagne s'est achevée dans le tumulte, mais pour elle, la vraie défaite était intime.
À cet instant, Ségolène Royal a compris que le pouvoir peut tout prendre, même l'amour. Quand des années plus tard, on lui demanda pourquoi elle n'avait jamais parlé, Ségolène Royal répondit simplement « Parce que le silence, parfois, protège plus que les mots. » Ce n'était pas une formule, c'était une vérité née dans la douleur, forgée par la nécessité de rester droite dans un monde où tout vacille. Après la campagne de 2007, elle savait. Les confidences, les articles à demi-mot, les photos volées avaient fini par révéler ce qu'elle avait déjà pressenti. François Hollande partageait désormais la vie d'une autre femme. Le choc fut immense, mais aucune colère ne franchit ses lèvres. Dans l'intimité, elle a choisi de ne rien dire. Non par faiblesse, mais par instinct de protection. Il fallait protéger ses enfants, préserver ce qui pouvait encore l'être, empêcher que la honte privée devienne spectacle public. Elle a traversé ces années comme une ombre. Les plateaux télévisés, les débats, les interviews, tout était devenu une épreuve de maîtrise. Chaque mot était pesé, chaque sourire contrôlé. Dans les coulisses, elle se taisait, observait, encaissait. Ceux qui la côtoyaient alors se souviennent de son calme presque inquiétant. Elle ne laissait rien paraître. Ce silence, beaucoup l'ont interprété comme de la froideur. En réalité, c'était une armure. Elle savait que dans la politique française, une femme blessée est vite transformée en cible. Le moindre élan de colère aurait été jugé hystérique. La moindre larme exploitée comme faiblesse. Alors, elle a serré les dents. Elle a choisi le silence comme on choisit une arme invisible. Ce mutisme était sa façon de reprendre le contrôle, de refuser qu'on dicte la manière dont elle devait souffrir. Un proche raconte qu'à cette époque, elle vivait entre deux mondes, celui de la représentation publique et celui du silence intérieur. Elle rentrait chez elle après les meetings, se changeait en silence, lisait des pages entières pour ne pas penser. Les mots des autres devenaient un refuge. Camus, Beauvoir, Duras. Des femmes et des hommes qui avaient compris ce que signifie tenir sans éclater. La nuit, dans sa maison du Poitou-Charentes, elle marchait souvent seule dans le jardin. L'air y était froid, les arbres immobiles, et dans cette immobilité, elle retrouvait un peu d'elle-même. Elle ne pleurait pas. Elle respirait simplement, lentement, jusqu'à ce que la douleur devienne supportable. Ce silence, elle le vivait comme une discipline. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait le café, lisait les journaux, et chaque jour, elle se répétait la même phrase « Reste droite, ne tombe pas ». Pour elle, se taire n'était pas renoncer, c'était résister. Elle savait que parler aurait tout détruit. François Hollande restait le père de ses enfants, et malgré la trahison, elle refusait de salir cette image. Elle disait à ses proches « Mes enfants n'ont pas à porter la honte des adultes ». Ce sens du devoir maternel surpassait tout. Là où d'autres auraient crié, elle a préféré protéger. Les années ont passé, et avec elles les tempêtes médiatiques. Les journalistes cherchaient la faille, mais elle ne donnait rien. Une phrase, un sourire, jamais un mot de trop. Certains y voyaient de l'orgueil, d'autres de la sagesse. La vérité, c'est qu'elle ne voulait plus donner prise à la curiosité du monde. Son silence n'était pas un vide, mais une frontière. Quand plus tard François Hollande devint président, le passé revint en surface. Les caméras braquées sur lui rappelaient sans cesse leur ancienne histoire. Elle, fidèle à sa ligne, resta silencieuse. Même lorsqu'on lui demanda son opinion sur les affaires privées du chef de l'État, elle détourna le regard. Ce n'était plus son combat. Son silence était devenu un territoire sacré. Ce mutisme public dissimulait pourtant un travail intérieur. Peu à peu, elle apprit à transformer la blessure en énergie. Elle commença à écrire, à réfléchir à son rapport au pouvoir, à la loyauté, à la pudeur. Dans ses carnets, elle notait des phrases courtes. L'amour ne s'efface pas, il se transforme. Ou encore, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence. Ce fut sa thérapie. Pas les interviews, pas les discours, mais les mots qu'elle gardait pour elle. Dans ces pages, elle comprenait enfin pourquoi elle n'avait pas parlé. Parce que parler aurait signifié admettre la défaite, et Ségolène Royal n'a jamais supporté de perdre. Lorsqu'elle reparut publiquement, quelques années plus tard, son visage semblait apaisé. Les rides ne trahissaient pas la fatigue, mais une forme de lucidité. Elle parlait lentement, avec des phrases claires, sans rancune. Dans une émission télévisée, un journaliste osa la question « Pourquoi n'avoir jamais répondu aux humiliations ?» Elle sourit et répondit « Parce qu'il fallait que quelqu'un reste digne. » Cette réponse, simple et tranchante, fit taire le plateau. Elle n'avait pas besoin d'accuser pour que chacun comprenne. Son silence avait été son cri le plus fort. Derrière cette maîtrise, il y avait un long processus de reconstruction. Elle s'était imposée une vie simple, presque monacale. Fini les grandes réunions, les soirées mondaines. Sa maison de La Rochelle devint un refuge. Le matin, elle jardinait. L'après-midi, elle lisait ou écrivait. Le soir, elle écoutait de la musique classique. Peu à peu, le tumulte s'éteignit. Dans cette solitude choisie, elle redécouvrit la liberté.
Plus de rôles à jouer, plus d'images à défendre. Juste une femme face à elle-même. Cette paix ne vint pas d'un coup. Elle fut conquise jour après jour, dans le silence des habitudes. C'est là qu'elle comprit le sens profond de son choix. Se taire, ce n'était pas fuir, c'était se protéger. Un jour, lors d'une conférence sur la place des femmes dans la vie publique, elle prononça une phrase qui résumait tout. En politique comme en amour, il faut parfois savoir se taire pour ne pas perdre son âme. Ces mots furent salués, cités, repris. Beaucoup y virent une allusion à son passé. Elle ne confirma ni ne démentit. C'était sa manière de dire sans dire. Ce silence, devenu au fil du temps un langage à part entière, lui a rendu ce que les années lui avaient pris. Elle avait retrouvé son autorité morale, son indépendance, et cette force tranquille que rien ne pouvait plus ébranler. Aujourd'hui encore, quand on évoque son nom, ce n'est pas la colère qu'on retient, mais le calme. Elle incarne cette pudeur française que beaucoup avaient oubliée. Une femme capable de tout affronter sans jamais crier, de tout perdre sans jamais s'abaisser. Ce qu'elle révèle à 72 ans, c'est que son silence n'était pas une faiblesse, mais une victoire invisible. Derrière ce mutisme se cachait une stratégie du cœur. En refusant le scandale, elle a préservé sa liberté. En choisissant la retenue, elle a gardé sa dignité. En se taisant, elle s'est sauvée. Et au fond, ce silence était aussi une autre forme d'amour. L'amour de ce qu'ils avaient été, de ce qu'ils avaient construit, malgré tout, le respect d'une histoire qui ne méritait pas d'être salie par les mots. Pour la première fois, elle admet que le silence lui a tout coûté, mais qu'il lui a aussi tout rendu. La paix, la fierté, la force. Et en levant les yeux vers la caméra, elle murmure « Parfois se taire, c'est la seule manière de rester vrai. » Ce jour-là, la France découvre une autre Ségolène Royal. Ni la candidate, ni la battante, ni la compagne trahie, mais la femme qui a survécu à tout sans jamais renoncer à elle-même. Les années ont passé, et Ségolène Royal n'est plus la femme brisée que la presse croyait voir. Dans sa maison de La Rochelle, loin du tumulte parisien, elle a réappris la simplicité. Les murs sont blancs, les meubles sobres, la lumière entre doucement le matin. Elle commence ses journées en silence, avec un café et un livre. Cette vie apaisée n'est pas une fuite, c'est une victoire. Elle a choisi d'habiter la paix après avoir traversé la tempête. Son entourage parle d'une femme transformée. Elle sourit plus souvent, parle moins vite, choisit ses mots avec soin. Quand elle prend la parole dans les conférences, sa voix n'a plus cette tension d'autrefois. Elle parle désormais de justice sociale, d'écologie, de transmission. La politique n'est plus un champ de bataille, mais un outil pour faire du bien. Elle dit souvent que le pouvoir ne vaut rien sans la lucidité. Ses échecs lui ont appris ce que la réussite ne pouvait pas lui donner. Dans les regards de ses enfants, elle a retrouvé ce qu'elle pensait avoir perdu, le sens. Leur affection calme, leur respect silencieux sont devenus le centre de sa vie. Un ami raconte qu'elle écoute désormais plus qu'elle ne parle. Elle observe, analyse, comprend sans juger. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une sagesse acquise dans la douleur. Elle n'a plus besoin de convaincre ni de prouver quoi que ce soit. Dans un entretien récent, elle a confié qu'elle n'en voulait plus à personne. Le pardon, c'est une autre forme de liberté, dit-elle. Cette phrase résume son évolution, celle d'une femme qui a tout connu, l'amour, la trahison, la solitude, et qui choisit malgré tout de ne pas s'aigrir. Aujourd'hui, elle marche souvent seule sur le port, les mains dans les poches, le regard tranquille. Les passants la saluent, certains la remercient pour sa force. Elle répond par un sourire discret. Dans ce silence apaisé, il n'y a plus de blessure, seulement la certitude d'avoir survécu à tout sans jamais renier qui elle est. Aujourd'hui, Ségolène Royal n'est plus seulement une figure politique, elle est devenue un symbole, celui d'une femme qui a transformé la douleur en clarté, la défaite en leçon et le silence en force. Dans un pays où les voix s'élèvent souvent pour accuser, elle rappelle que la dignité peut être une arme plus puissante que les mots. Son parcours inspire bien au-delà de la politique. Beaucoup de femmes, qu'elles soient mères, travailleuses ou militantes, se reconnaissent dans sa retenue et dans son courage discret. Les jeunes générations redécouvrent son histoire, non pas à travers les scandales, mais à travers son attitude. Dans les écoles, dans les débats sur la place des femmes, son nom revient souvent comme celui d'une pionnière. Elle n'a pas revendiqué la force, elle l'a incarnée. Et sans discours, sans mise en scène, elle a fait comprendre qu'une femme peut exister sans crier, qu'elle peut résister sans humilier. Sa présence publique a changé, elle n'a plus besoin de se défendre, elle transmet, elle parle de transmission, de responsabilité, d'équilibre.
Elle encourage les jeunes femmes à ne pas confondre liberté et exhibition, pouvoir et paix intérieure. Pour elle, le courage n'est pas dans le bruit, mais dans la constance. Ceux qui la croisent disent qu'elle dégage désormais une sérénité rare, ni amertume, ni vanité, juste cette assurance calme de ceux qui ont tout vécu. Son regard ne cherche plus à convaincre, mais à comprendre. Elle a quitté la scène du pouvoir sans rancune, laissant derrière elle une trace d'exigence et de respect. Son héritage ne se mesure pas en vote ni en titre, il se lie dans la manière dont elle a su rester fidèle à elle-même. Dans ce monde bruyant, sa discrétion est devenue une leçon. Beaucoup ont compris qu'elle n'a pas perdu en se taisant. Elle a gagné ce que peu de gens atteignent, la paix avec elle-même. Ségolène Royal a tout connu, l'amour et la trahison, la gloire et la solitude, le silence et la renaissance. À 72 ans, elle n'a plus rien à prouver. Ce qu'elle partage aujourd'hui n'est ni une revanche ni une justification, mais une vérité humaine. Celle d'une femme qui a choisi la dignité quand tout l'invitait à crier, qui a préféré le calme à la colère, la pudeur à l'amertume. Son histoire dépasse la politique. Elle parle de la condition humaine, de ces épreuves qui nous brisent pour mieux nous révéler. Le silence qu'elle a gardé pendant tant d'années n'était pas un oubli, mais une fidélité à ce qu'elle est profondément. En se taisant, elle a préservé ce que le pouvoir ne pouvait ni lui donner, ni lui reprendre, la paix intérieure. Aujourd'hui, elle avance sans regret. Son regard n'a plus la dureté d'autrefois, mais une douceur lucide. Peut être que, finalement, ce silence était sa plus belle victoire, une manière d'aimer sans détruire, de souffrir sans se perdre, et à travers elle, la France se souvient qu'on peut tomber sans jamais renoncer à sa dignité. Car parfois, le vrai courage, c'est simplement de se taire et de rester debout.